Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du lundi 7 décembre. Au sommaire, aujourd'hui en plateau, le président de l'association d'épuration des eaux usées de la Côte à Gland. Le projet de STEP régional pourrait tomber à l'eau. Les explications en compagnie du président Yves Raymond. En notre compagnie également, Gilles Bieler, rédacteur en chef adjoint du quotidien La Côte, nous présente les 10 personnalités en lice pour le prix de la personnalité La Côte 2020. En sport, Joël Brunner swing au chaud du côté du centre de golf intérieur à Gland. Un reportage entre focus, gravité et simulation. En culture, retour au musée et découverte de la nouvelle exposition au château de Prangin. Aujourd'hui, on commence par le Swiss Press Photo, une exposition à voir jusqu'au 21 février. La STEP régionale pourrait ne jamais voir le jour. La direction de l'association d'épuration des eaux usées de la Côte a annoncé son intention d'abandonner le projet à Gland. Cette décision devra être validée par le conseil intercommunal au début de l'année 2021. Yves Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APEC, alors expliquez-nous pourquoi cette décision. Alors, cette décision découle de la décision du conseil communal de Nyon par la voie de son amendement lors du dernier conseil, qui, d'un côté, adhère à la structure régionale, mais d'un autre côté, avec son amendement, dit non. On a un oui, mais non. Alors, oui, mais justement, la condition, c'était que le crédit d'investissement de 7 millions ne serait versé qu'une fois l'affectation du terrain glandois du Lavasson légalisé. Vous comprenez que ça inquiète parce que ce terrain n'est pas légalisé? Alors, aujourd'hui, le terrain n'est pas légalisé, malheureusement, parce qu'il avait été légalisé, on aurait déjà planté d'autres jalons dans notre projet. Et la réponse de Nyon, ils veulent bien venir, mais à la fin du processus. Si le processus n'aboutit pas immédiatement, pour nous, ça nous crée un gros problème de gestion de la STEP actuelle, puisque nous avons une STEP qui a quand même plus de 40 ans d'exploitation aujourd'hui, qui est censée traiter les 40 000 équivalents, c'est sa capacité, disons, normale, et actuellement, nous en traitons plus de 43 000. Donc, le temps presse, ça devient urgent de pouvoir démarrer notre projet. Et à l'issue du courrier de la municipalité de Nyon expliquant la votation du conseil, le comité de direction a pris la décision de se retirer du projet de STEP unique et de partir tout seul. Alors justement, partir tout seul, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous vous rabattez sur le projet APEC 45. Rappelez-nous en quoi il consiste. Voilà, alors le projet APEC 45, si on veut bien, c'est le projet initial de l'APEC, c'était de déplacer sa station d'épuration de la Dulive au lieu d'île Lavasson pour une capacité future de 60 000 équivalents habitants environ, avec possibilité de l'augmenter dans les 20 à 25 ans de 50%, c'est-à-dire passer plus ou moins à 90 000 équivalents habitants. Tandis que la régionalisation, c'était de partir immédiatement avec 120 000 équivalents habitants et passer dans le futur avec 50% plus, c'est-à-dire à 180 000 équivalents habitants. Alors, les données sont un peu différentes en termes de superficie et de construction, ce qui fait que nous sommes obligés aujourd'hui de partir rapidement pour essayer d'atteindre l'objectif de mettre en chantier la STEP dans les années 2025-2026. Pourtant, vous avez défendu avec ferveur cette STEP régionale. Aujourd'hui, le fait qu'elle ne se fasse pas, j'ai l'impression que ça soulage tout le monde. Alors oui, on l'a défendu pour deux raisons. La raison principale, c'est qu'au niveau coût d'exploitation, ça rabaissait légèrement le coût par habitant pour tous les habitants de la région. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était aussi un vœu du département cantonal de l'environnement de régionaliser encore plus et faire le moins de steps possible. Nous sommes partis dans cet exercice il y a à peu près 8 ans en arrière, et aujourd'hui on remarque que la machine a de la peine à décoller, tandis que notre but aujourd'hui, c'est de partir sincèrement, nous, APEC, que l'on connaît avec les 21 communes, où nous avons déjà pas mal
d'avance avec les différentes études. Sachant justement que Nyon ne fait plus partie du projet, est-ce que vous ne craignez pas justement une avalanche d'autres communes qui pourraient se retirer également? Alors, les communes de l'APEC, elles ne peuvent pas forcément se retirer. C'était surtout les nouvelles communes, les 9 communes comme Nyon, Prangin, Gingin-Chezeret, des communes de l'association A et B, c'est les 9 autres communes qui ne viendraient pas. Justement, le fait que ces communes seraient appelées par Gland a créé aussi une steppe régionale de leur côté. Avoir quelque part 2 steppes régionales, c'est quoi? C'est une rivalité, la bonne solution finalement? De quel œil est-ce que vous voyez ça? Il ne faut pas parler de rivalité. Je pense que c'est plutôt une bonne... Pour moi, je préfère avoir une solution à 2 pôles, parce qu'on divise d'abord le risque. Si une steppe tombe en panne, l'autre au moins elle fonctionne. Ça serait très rare qu'elle tombe les 2 en panne à la même période, au même moment. Maintenant, Nyon a d'importants travaux à faire aussi pour mettre à niveau sa steppe, pour traiter les micropolluants, que ce soit la dénitrification et le traitement des micropolluants. Ça a aussi un coût, il ne faut pas le négliger. Et nous, ça aura aussi un énorme coût puisqu'on doit construire une nouvelle steppe qui, elle, ne sera pas entièrement subventionnée puisque le subventionnement sera seulement sur les micropolluants. Mais là aussi, vous y gagnez puisque la steppe coûtera 60 à 65 millions plutôt que 98 000 prévus. Les 98 millions prévus. Voilà. Alors, le gros des travaux, il y a des travaux d'infrastructure, c'est la porte d'entrée de la steppe, qu'elle soit petite ou grande, c'est à peu près le même dimensionnement. Après, c'est la grandeur des bassins de biologie. Là, on peut réduire drastiquement. On aura 2 lignes d'eau au lieu d'en avoir 3 ou éventuellement 4. Il y a un peu moins de construction, des machines peut-être un petit peu plus petites. Ça, les études vont le déterminer. Vous nous disiez justement qu'il y a urgence. Le prochain step, j'ai envie de dire, c'est lequel? Alors nous, l'urgence, c'est que, disons, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse démarrer les travaux 2024-2025. Il y a pour 1 année et demie à 2 ans de travaux, comme pour construire une steppe. Il y a la canalisation de liaison entre la steppe actuelle et la future steppe pour monter les eaux à traiter, redescendre les eaux, les turbinants pour fabriquer de l'énergie. Et puis surtout, l'avantage que nous avons gardant notre lieu à la du Livre, c'est que l'eau traitée utilisera la même canalisation que nous avons actuellement. Il n'y a pas besoin de la redimensionner, elle est suffisante parce qu'à l'époque, quand elle a été conçue avec des eaux non séparées, donc le volume est suffisant. Et puis, on évite de retraverser des propriétés privées et de refaire tous ces travaux, ces gros travaux sur les rives du lac. Il faut enfin que le projet passe devant le Conseil, surtout commencer par ça. Et là, c'est prévu pour quand? Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter un préavis, d'abord de retrait de ce qu'ils avaient voté au mois de juin. Ensuite de ça, dans ce préavis, il comportera un volet financier qui permettront de lancer les premières pré-études, de sélectionner les bureaux techniques et d'ingénieurs nécessaires pour la conception de la steppe. Et c'est un crédit qui avoisine, grosso modo, je donne un chiffre à la louche parce qu'on n'a pas encore les montants exacts, mais c'est un montant de l'ordre d'1 million pour le premier crédit. Et on pourrait voir donc ce projet voté pour quand? Alors, le Conseil se déterminera le 7 février là, sur ces montants-là et sur notre manière de partir. Et puis ensuite, il y aura le choix des premiers bureaux qui vont lancer les études, rapporter. Je pense d'ici 1 année et demie, on doit pouvoir demander le crédit d'études, le vrai crédit d'études pour arriver au crédit final de construction. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup de nous avoir apporté ces précisions. Voilà, merci. Je veux peut-être encore préciser que le temps nous est compté, puisqu'il ne faut surtout pas que notre steppe tombe en panne. On investit encore passablement d'argent pour la maintenir à niveau, mais si on doit attendre 10 ans, on ne pourra plus traiter nos eaux comme on doit le traiter convenablement. Autrement dit, le politique pond du train, c'est le message que vous essayez de faire passer aujourd'hui. Il faut que ça aille vite. J'essaye de faire passer le message pour que ça aille le plus rapidement possible, mais parfois il y a des délais à respecter, que ce soit tant au niveau des dépôts de demande d'autorisation, les recours possibles, les oppositions, les recours éventuels.
On espère le moins possible. Yves Raymond, président de l'APEC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Comme de coutume, en fin d'année, le quotidien La Côte dévoile les 10 nommés à la course au titre de personnalité La Côte 2020 qui succédera à Flavie Capozzi. La réponse vous appartient à la maison, bien sûr, et on en parle avec le rédacteur en chef adjoint, Gilles Bieler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'heure des personnalités Covid compatibles. Des personnalités des personnalités de la région, elles sont Covid compatibles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais alors en tout cas, c'est clair que ce virus a quand même imprégné toute l'année et les choix des personnalités, à commencer par la personnalité de la rédaction, le prix de la rédaction. Alors on va en parler d'ici quelques instants, mais cette QV 2020, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est variée, elle est diverse, il y a du terroir, il y a des personnalités extraordinaires, des personnalités plus discrètes mais indispensables, des stars aussi. Alors là, on les voit tous à l'image, ils sont voilà. 10. Ils sont les 10 là. Il y en a qui vont sous l'eau, il y en a qui font du graffiti. Enfin, c'est aussi divers que peut l'être notre région, en fait. Alors, il y aura du choix. Là, forcément, les sportifs ou même les artistes ont eu peu l'occasion d'exprimer leur talent en 2020. C'est ce qu'on disait à cause de cette fameuse petite grosse bête. Du coup, sur quels critères est-ce que vous avez basé vos choix? Toujours les mêmes, des personnalités qui ont marqué l'actualité de l'année et des personnalités qui nous ont touchés. Qui ont une résonance quand même particulière dans la région. Les critères n'ont pas tellement changé. Alors effectivement, en culture ou en sport, c'était un peu plus difficile de se profiler en 2020. On en a quand même trouvé. Mais on n'a pas eu tellement de peine que ça à trouver les 10 nommés. Alors il y en a 2 de moins que les autres années, mais c'est même pas tellement à cause d'un manque de papables. La liste de base était riche. Ouais, mais par exemple, alors si on prend l'exemple, je ne sais pas, Yann Lambiel, qu'est-ce qu'il a fait cette année de remarquable? Il a reçu le prix de la ville de Morges, le prix culturel, le mérite culturel de la ville de Morges. C'était l'occasion aussi pour saluer quelqu'un qui vit vraiment dans la région depuis une bonne vingtaine d'années, qu'on voit partout dans la région, qui crée ses spectacles. Le dernier, c'était à Cossonay, il en a créé aussi à Beausobre. Enfin, il y a une accroche d'actu, comme on dit, pour aussi saluer la carrière de ce qui est quand même une des stars de l'humour roman. Et puis là, l'image, Katila Labarre, on sait le projet de l'usine à gaz, c'est une façon de soutenir aussi tout ce projet qui est en train d'éclore à Nyon. Oui, elle est la présidente de l'association de l'usine à gaz dans un moment extrêmement particulier pour l'usine à gaz parce qu'il se passe ce qui se passe cette année, mais aussi parce que l'usine à gaz aura une deuxième salle l'année prochaine. Et c'est aussi l'occasion de saluer les bénévoles qui s'engagent. Ces bénévoles, je parlais de gens discrets, Katila Labarre est quelqu'un de discret, mais elle est très impliquée dans plein de choses en tant que bénévole, notamment l'usine à gaz. Et parce que vous dites le mot bénévole, c'est aussi ces gens-là, les bénévoles, les soignants, que vous admettez être les grands absents finalement de toute cette liste, mais vous les récompensez au travers du prix de la rédaction, c'est ça? On pouvait décemment pas tous les nommer. On aurait eu 27 ou 32 ou 19 nommés rien que sur tous ces gens qui sont engagés ou qui s'engagent encore ces derniers mois et avec cette deuxième vague. Il y a Nyon Solidarité Coronavirus, il y a les scouts, il y a à Morges, il y a quelqu'un qui a fait une liste sur Internet, morgien.ch, pour lister à peu près toutes les bonnes volontés. Les bonnes volontés, c'était vous, c'était moi, c'était tout le monde. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de tous les remercier, de tous les mettre en avant, et c'est le prix de la rédaction. D'habitude, qu'on dévoile à l'ADER durant notre soirée. Et là, on l'a fait tout d'abord pour bien expliquer les choses. Enfin, on pouvait pas, on aurait forcément oublié quelqu'un, on préférait marquer le coup différemment. Alors, comme toujours, le vote se déroule en 2 tours, le premier jusqu'au 31 décembre, donc faites votre choix, et le second en janvier avec les 5 finalistes. Qu'en est-il des récompenses et surtout une cérémonie plutôt virtuelle? On peut l'imaginer comme ça ou non? On ne peut pas l'imaginer. Ouais. Franchement, pour tout dire, on a une séance demain pour savoir comment est-ce qu'on va l'organiser, cette cérémonie le 9 février. Actuellement, très vite, les théâtres vont rouvrir pour 50 personnes, donc on pourrait le faire au Casino de Rolle le 9 février comme prévu, mais le 9 février, c'est encore tellement loin avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, donc
Franchement, ce sera en février. Les votes marchent très bien. On est déjà à plus de 2000, près de 2000 votes pour le premier tour. C'est serré il y aura ou pas? quelque chose. C'est serré pour les 2 premières places et très serré pour les places ensuite. Il y a quand même un duo de tête qui se détache. Ça, on le saura à la fin de l'année. Tout reste à faire. Et enfin, un mot sur l'opération de fin d'année que vous avez lancée avec le quotidien. Expliquez-nous un petit mot. Alors, là aussi, c'est compliqué. On a une actualité qui d'habitude est assez riche culturellement, assez riche de belles choses, de bonnes choses, et puis qui est un peu plus austère, un peu plus aride ces temps. Alors, on a décidé de proposer des rendez-vous, que ce soit gastronomiques, avec de l'humour, avec des contes. Il y a Blaise Hoffman, l'écrivain morgien, et Sarah Bovel, l'illustratrice glandoise, qui vont nous goupiller un joli conte pour Noël. Enfin, des tas de petits rendez-vous d'ici la fin de l'année à découvrir. Vous avez fait cet appel en vidéo. Gilles Bieler, vous vous lancez dans une carrière de youtubeur, c'est ça? Forcément, oui. Non, je ne pense pas, non. De quoi le faire surtout en bonne humeur. Gilles Bieler, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, à bientôt. Jouer au golf pendant la saison hivernale, c'est possible. Exemple à Gland, où Indoor Golf La Côte propose de pratiquer le sport en intérieur grâce à un simulateur. Nous sommes allés découvrir la discipline. Ici, on est à Indoor Golf La Côte, basé à Gland. Nous sommes là que depuis 1 an et 2 mois, depuis septembre l'année passée. Et nous avons ici des simulateurs pour les golfeurs. Alors le golf indoor, c'est pour de temps en temps pour plutôt les frileux. S'il fait trop froid dehors, pendant la saison d'hiver, on a beaucoup plus de clients. C'est vrai que quand il fait beau et chaud dehors, on préfère jouer dehors. Mais il y a des fois où quand on est à l'intérieur avec une bonne bière fraîche, tranquillement, on n'a pas besoin de marcher 14 km, c'est aussi très confortable. Mais c'est aussi principalement pour les golf pros qui ont des clients et qui veulent vraiment voir des données concrètes. Ici, on a un simulateur derrière moi qui calcule tout à travers des détecteurs dans une plaque et aussi le son. Et quand vous tirez, ça détecte votre club et la balle qui génère ensuite les bonnes données pour générer votre coup de balle. Et ça donne vraiment toutes les statistiques qui sont vraiment importantes, surtout pour des professionnels de golf, vraiment la distance, le degré de lancer et plein d'autres informations très intéressantes. L'hiver, certains golfs ferment, par exemple en Suisse, et alors c'est très important de garder la forme, garder les bons coups. Vous pouvez venir avec votre pro et puis continuer à vous exercer pendant l'hiver. Je dirais que c'est presque plus facile ici, parce que c'est clair que si on tire un mauvais coup sur un vrai golf, on peut arriver dans des buissons de 2 mètres de haut et puis on est vraiment coincé. Mais et ici on tire vraiment depuis le plat et c'est vrai que dans ce cas c'est plus simple. Ici, on a plus de 90 différents parcours qui sont situés un peu partout dans le monde. C'est ce qui est génial, c'est que si vous venez ici, vous pouvez presque avoir une petite aventure, à chaque fois jouer un différent parcours. Le château de Prangin présente à nouveau le Swiss Award Press Photo. Depuis 1991, les photographes du pays se rassemblent autour du concours. L'exposition est à voir jusqu'au 21 février. Découverte en images en compagnie de Marie-Hélène Pellet, conservatrice au Musée national suisse.
QV 2020, mais c'est évidemment les photographies de presse de l'année précédente, 2019. Je crois que le message cette année, enfin la QV 2019, c'est cet espoir qui est porté par ces jeunes et qui ne sont plus d'accord d'accepter des conditions souvent évidemment complètement antidémocratiques. Le gagnant est un roman, donc on est d'autant plus heureux de ça. Donc c'est Yves Lerèche qui s'est intéressé. C'était un mandat, il faut le rappeler, une commande de l'illustrer par rapport à... Enfin, il devait faire un reportage sur la grève des femmes du 14 juin 2019. Et en fait, il avait la mission finalement d'observer plutôt les pancartes, de cibler sur les textes. Mais lui le dit, ça l'intéressait, oui, mais en même temps, il avait envie de saisir en fait les sentiments, la colère, la protestation chez ce jeune public. Et je pense qu'il l'a très bien saisi avec la photo gagnante. On sent cette expression vraiment de détermination, de colère chez ces jeunes femmes. Personnellement, j'aime beaucoup cette photo qui a eu le 3e prix actualité de Diane Ehrenzeller. Christine Lagarde, on sait qu'elle a été ministre de l'économie, puis après du Forum économique mondial, donc elle est quand même pour une société où il y a une espèce de croissance économique, alors que Greta Thunberg, c'est le contraire. Mais en même temps, on sent un certain respect mutuel dans cet échange de regards prolongé. Voilà, la force de deux femmes et qui se respectent. Donc je trouve très beau, très belle cette image. Une thématique peut-être qui revient malheureusement, je dirais aussi d'année en année, que ça soit dans Swiss Press ou World Press, comme on le verra, c'est les problèmes climatiques. Une photographe, Claudia Schildknecht, qui a eu le 2e prix donc, dans l'étranger et qui tire la sonnette d'alarme, ça fait longtemps qu'on en parle, par rapport à la mort de la barrière de corail. Ça a l'air c'est très doucement amené, mais en fait le constat est terrible. Là, on tombe de l'étranger aux histoires suisses, que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup ce reportage. Ça nous apprend beaucoup sur les traditions paysannes. Et donc là, les deux photographes, René Russe, Monique Coulin, se sont amusés à reconstituer cette vie en commun entre animaux et propriétaires. Autre photographie, reportage sur le passé aussi, un destin amusant, ça c'est aussi voilà, les aléas de la vie. Ce monsieur dont on voit que les mains, c'était en fait un paysan qui a travaillé très longtemps avec ses mains, mais d'une façon manuelle, et pris d'amour pour la calligraphie, il a décidé d'en faire son métier, c'est-à-dire qu'il rédige des lettres d'amour, ça peut être un contrat de mariage, toutes sortes d'écrits que les gens lui demandent de réaliser avec une plume à l'ancienne, vraiment la tradition. Donc je trouve cette reconversion très originale de cet agriculteur qui travaille toujours avec ses mains, mais finalement, là, c'est pour un autre but, finalement. On dit toujours que la photographie de presse, une bonne photographie de presse, c'est une photographie qui a un contenu informatif fort et qui est esthétique. Et je trouve que ce reportage, d'ailleurs, qui a été primé dans la catégorie Histoire suisse, remplit bien ces deux aspects. On apprend ici que 700 000, et là moi je tombais des nues, suisses sont en deçà du seuil minimal de vie. Ici c'est une association bâloise, Schwarzer Peter, qui en fait soutient ces personnes marginalisées parce qu'appauvries. Alors par exemple ici on voit un salon de coiffure où plusieurs personnes se retrouvent ensemble et je trouve que c'est une belle image de solidarité. Il y a vraiment un partage et c'est à saluer ces associations. C'est tout pour la quotidienne du 7 décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.